Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur l'impact des conflits sur les femmes et les enfants. L'insécurité grandissante, notamment dans le Sahel, a de lourdes et multiples conséquences sur les femmes et les enfants, notamment les pénuries alimentaires, la déscolarisation, la malnutrition. À suivre le reportage de Tidjani Ouedraogo à Koro, une ville située à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, qui abrite de nombreuses femmes déplacées ou réfugiées. Notre invitée Moumabi Yvonne, présidente du mouvement des femmes camerounaises pour la paix, nous parlera des difficultés et des défis pour les femmes dans les zones de conflit. Nous irons ensuite au Nigeria pour parler des acteurs du secteur agricole qui cherchent à résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs à travers un projet agropastoral lancé à Kano. Le fait marquant de la semaine, c'est le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 mars au Sénégal. Cette campagne a débuté le 9 mars avec une configuration inédite. Le président sortant ne se présente pas et l'un des favoris du scrutin est toujours en prison. À suivre enfin le reportage de notre correspondant Lamine Traoré au Burkina Faso, où une association vient en aide à des femmes déplacées à Zignaré, une petite localité située à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Cette émission est diffusée sur nos stations FM, partenaires, sur voaafrique.com et en direct sur la page Facebook de VOA Afrique. L'insécurité grandissante dans la région du Sahel a de lourdes et multiples conséquences sur les femmes et les enfants. Dans la région de Badiangara, dans le centre du Mali, l'intensification des attaques a accentué la pénurie alimentaire, la déscolarisation et la malnutrition. Les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. De Koro, la correspondance de Tidjani Ouedraogo. Les exactions et les menaces des groupes armés ont poussé les déplacés et les réfugiés à trouver refuge à Koro et les autres grandes villes de la région. Comme Hawaromba, beaucoup de femmes peinent à trouver un logement en ville. Nous sommes venus ici à Koro sans abri, comme tu peux le voir. Nos bagages sont dehors et on n'a plus rien à manger. Koro, une ville située à la frontière entre le Mali et le Burkina, abrite des centaines de femmes déplacées, réfugiées. Sur ce site d'exploitation de gravier, Djenabou Maïga est venu pour y travailler afin de gagner un peu d'argent pour nourrir ses enfants. J'ai fui l'insécurité à Sari pour venir à Koro. Je travaille dans ces sites de gravier pour revendre afin de pouvoir nourrir mes enfants. Kiosque à la main, elle travaille tous les jours. Une activité qui n'est pas sans conséquences sur sa santé. C'est dur, mais j'ai pas d'autre solution. La nuit, je dors difficilement à cause de la fatigue. En plus, je tousse presque toute la nuit à cause de la poussière. Cette année, la journée internationale des femmes a été célébrée à Koro en toute simplicité. Une occasion pour les femmes leaders comme Aminata Diko de lancer un appel aux autorités compétentes. Nous remercions d'abord le bon Dieu d'avoir vu le jour du 8 mars. Mais nous avons des cœurs meurtris dans le cercle de Koro, actuellement là où on vous parle. On fait frontière au pays frère, le Burkina Faso. Nous avons à Koro aujourd'hui des femmes qui sont en train de traîner avec des enfants dans les rues. C'est le 8 mars, mais nous avons laissé les familles là-bas. Il y a d'autres femmes qui sont devant les portes, qui disent qu'elles ne servent qu'à manger. Pour les communautés d'accueil déjà fragiles, le fardeau des déplacements forcés devient de plus en plus insoutenable.
Sur place, des bonnes volontés se manifestent afin d'amoindrir la souffrance des femmes déplacées et réfugiées. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro. Merci beaucoup Tidjani Ouedraogo pour ce reportage. Tidjani Ouedraogo qui est en ligne avec nous. Bonsoir Tidjani. Bonsoir Mamadou. Alors, on a saisi le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, pour évoquer la situation des femmes dans le Sahel. Et on vient de le voir dans le reportage. Les femmes à Koro ont célébré d'une manière ou d'une autre ce 8 mars. Alors, Tidjani, pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé le 8 mars là-bas? Est-ce qu'il y a eu des mouvements de revendication en particulier? Le 8 mars, traditionnellement, c'est une journée des femmes qui est bien commémorée ici, mais cette année particulièrement, ça a été commémoré dans la plus grande simplicité à cause de la situation que nous vivons actuellement à Koro. Parce que vous savez, les femmes ici, les femmes déplacées qui étaient là, les pays, en plus de ces femmes, il y a actuellement des femmes burkinabées qui sont venues avec des enfants très nombreux en ville à la recherche de quoi manger. Dans l'interview, vous avez vu, la dernière intervenante disait qu'il y a des femmes à Koro qui, le quotidien, est d'aller chercher à manger. Puis, toutes ces conditions, les femmes leaders de Koro, la CAFO, la promotion féminine, ont décidé de célébrer la journée internationale de la femme dans la plus grande simplicité ici à Koro, Mamadou. Oui, alors, vous avez, dans votre reportage, vous avez parlé d'une dame qui était sans abri. Est-ce que c'est une situation qui concerne beaucoup de femmes là-bas? Comment elles font ces femmes sans abri? Justement, à Koro, dans les rues, vous allez voir des femmes avec 2 ou 3 enfants qui viennent à la porte taper. Si vous demandez, elles vont dire, ah bon, venez, on est là, on n'a pas de solution, on a déjà mangé. En plus de ça, on n'a pas un moyen pour dormir. Je suis avec les enfants, je n'ai pas d'autre moyen. Et quand vous les posez la question, et où est votre mari, soit elles vous disent qu'elles ont perdu leur mari, soit dans les conflits, soit elles n'ont pas les nouvelles de leur mari suite aux attaques. Les maris elles se sont séparées de leur mari. Vous avez la femme qui est dans les reportages dont les bagages sont à ciel ouvert. Nous avons des femmes aujourd'hui qui sont, en plus de leurs enfants, sont en train d'allaiter des enfants détruits parce que les enfants, ils ont perdu leur père suite aux attaques. Voilà, oui. Au niveau du CCRF à Koro, on constate ces cas sont très fréquents ici. Oui, alors une situation difficile dont Tidjani, rapidement pour terminer. Est-ce qu'il y a des initiatives pour aider ces femmes-là? Comment ça se passe là-bas? Au niveau de la communauté locale, la communauté d'accueil, oui, il y a des initiatives. À titre d'exemple, il y a un opérateur économique de Koro qui a accueilli plus de 90 femmes et enfants chez lui dans son immeuble. En plus, il les a offert 10 tonnes de riz avec des prix de condiments, de quoi leur permettre de rester un peu, ça ne serait que quelques instants. Et il y a des autres villages aussi qui sont en train d'accueillir les réfugiés venus du Burkina actuellement. Et chacun fait de son mieux pour pouvoir au moins amoindrir la souffrance des réfugiés, Mamadou. Merci beaucoup Tidjani Ouedraogo, correspondant de VOA Afrique dans la région. Et pour une analyse, j'ai joint Mouma Bi Yvonne. Elle est la présidente du mouvement des femmes camerounaises pour la paix. Elle analyse les difficultés et les défis pour les femmes dans les zones de conflit. Écoutez. Alors, l'Afrique est traversée par de nombreux conflits au Soudan, en Éthiopie, dans le Sahel. Et dans tous ces conflits, les ONG notent que les femmes et les enfants payent le plus lourd tribut. Ce sont les premières victimes de ces conflits. Partagez-vous ce constat et pourquoi? Oui, je le partage. Vous savez que ceux qui portent les armes pour la majorité, ce sont les hommes. Et quand les hommes ont les armes, tout ce que ces armes, le mal que ces armes peuvent causer, sont exacerbés sur la femme et les enfants. La nature les décrit comme la couche la plus vulnérable. Alors, quels sont les types de difficultés que rencontrent ces femmes dans ces zones de conflit? Les violences surtout sont exacerbées sur les femmes. La majorité des femmes sont utilisées comme des armes même de guerre parce qu'elles sont prises pour victimes, elles sont violées, elles deviennent les cuisinières de ceux qui sont dans les groupes armés, elles deviennent les épouses forcées
ces hommes des groupes armés. Et puis, les taux de toutes les formes de violence augmentent pendant les différentes crises. Vous parlez justement des violences. S'il y a une question qui est encore largement tabou sur le continent, ce sont les questions sexuelles. Est-ce que vous avez l'impression que la question des viols, des violences sexuelles, les femmes en parlent de plus en plus? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une question qui n'est plus taboue dans ces zones de conflit? Oui, oui. Toutes les femmes qui sont prises, toutes qui sont kidnappées, amenées par force, par ceux qui portent les armes, deviennent forcément leurs femmes. C'est pas par, elles n'ont pas donné leur d'accord pour qu'on les amène, mais elles sont violées de force. La majorité des femmes qui sont rentrées de ces zones en conflit et qui étaient avec les hommes armés rentrent avec des grossesses ou avec des maladies infectieuses. Mais est-ce qu'elles en parlent désormais? Désormais, nous travaillons avec elles. Après un bon apport psychosocial, elles parlent. Alors, comment est-ce que vous jugez le soutien, les divers soutiens qui sont apportés à ces femmes dans les zones de conflit? Quelles sont les initiatives supplémentaires qui pourraient être prises pour aider davantage ces femmes? Par rapport au soutien, c'est largement insuffisant parce que accéder même au centre pour qu'elles soient prises en charge, c'est très difficile. D'autres même en meurent sans avoir eu le traitement. Donc, nous recommandons que dans tous les pays ou les zones en conflit, qu'il y ait les centres d'accueil, ce qu'on appellerait les one-stop shop en anglais, là où on peut accueillir ces femmes, leur donner tous les soins nécessaires pour qu'elles quittent de victimes en survivant. Mais pour l'instant, c'est encore largement insuffisant et les femmes en souffrent. Alors, pour la résolution des conflits, les femmes pourraient-elles jouer un rôle prépondérant? Si oui, quel serait ce rôle? Elles sont même déjà les premiers répondants. Quand même ceux qui sont engagés dans les conflits rendent blessés, c'est les femmes qui s'occupent d'elles. Elles sont les premiers répondants. Donc, un renforcement des capacités des femmes, des capacités économiques des femmes, va leur amener à plus s'engager dans la communauté, à localiser les interventions par rapport au retour à la paix. Les femmes sont un maillon très essentiel en tout processus de paix. Mouma Bi-Yvonne, merci d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique. Rendons-nous maintenant au Nigeria, où les acteurs du secteur agricole cherchent depuis des années à résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs. La sécheresse, la désertification, la déforestation et le changement climatique dans le nord ont forcé les éleveurs à se déplacer vers le sud du pays à la recherche de pâturage. Ce mouvement a entraîné la perte de plus de 60 000 personnes, selon le président de la Chambre des représentants du Nigeria. Pour résoudre ce problème, un projet agropastoral a été lancé à Kano, mettant en place des campements, des zones de pâturage et des centres de collecte de lait. Reportage d'Alassane Bala, relaté par Thierry Kaori. Ibrahim Garba Mohamed coordonne le projet agropastoral de l'État de Kano au nord du Nigeria. Un projet qui a aménagé des zones de pâturage et un campement de bergers Peul financé par le Life Livelihood Fund et la Banque islamique de développement. Son objectif,
endiguer la violence entre agriculteurs et éleveurs qui sévit au Nigeria. À ce jour, nous avons vacciné plus de 3 millions d'animaux dans l'État. En outre, nous avons mis en place un laboratoire de référence, le premier du genre dans le nord du pays. Nous avons également recruté 220 agents communautaires de sensibilisation aux questions vétérinaires. Depuis des décennies, les agriculteurs et les éleveurs se livrent à des conflits. Les agriculteurs accusent les éleveurs de voler leurs récoltes, tandis que les éleveurs se livrent à des attaques de représailles en accusant les agriculteurs de s'emparer des routes de pâturage. La situation s'est encore aggravée avec la sécheresse croissante dans le nord du Nigeria et l'expansion des terres agricoles qui ont réduit les pâturages et déclenché des conflits dans une partie du pays. Le consultant agricole Bello Abba Yakasei affirme qu'il est essentiel de garantir la sécurité des zones de pâturage des éleveurs pour assurer leur durabilité, notamment en luttant contre la menace du vol de bétail. Comment le gouvernement assure-t-il la sécurité de ces peuples déjà installés? Ils sont des cibles vulnérables pour les voleurs de bétail. Comment pouvez-vous les protéger? Et si vous me demandez de m'installer et que j'ai 10 bovins, je m'installe à un endroit et le lendemain matin, quelqu'un vient avec un fusil et prend les vaches. Qu'est-ce qui m'attend? Je suis mort. Ces projets visent à répondre à certaines de ces questions. Depuis des années, le gouvernement nigérien cherche une solution durable à la crise entre agriculteurs et éleveurs. Selon le ministre nigérien de l'Agriculture, le pays compte plus de 21 millions de têtes de bétail. La création de ces zones de pâturage à Kano permet aux éleveurs Peuls comme Mohamedou Majo de rester sur place. Nous remercions Dieu de nous avoir installés pacifiquement au même endroit au lieu de nous déplacer d'un endroit à l'autre, ce qui est très dangereux pour nous en ce moment. Nous, les Peuls, avons été étiquetés comme des criminels et nos populations ont été attaquées et même tuées alors qu'elles étaient au pâturage dans certains endroits. Sani Danladi Yadakwari travaille pour l'Association des agriculteurs du Nigeria. Il estime que le regroupement des éleveurs en un seul lieu a permis de réduire le nombre de victimes et de pertes de vies humaines. Avant ce projet agropastoral, au moins 100 personnes et de nombreuses propriétés étaient détruites chaque année en raison du manque de voies d'accès, des mauvaises relations entre éleveurs et agriculteurs et du manque de compréhension des éleveurs concernant les routes occupées. La construction d'écoles, de maisons pour les communautés Peuls à proximité des zones de pâturage, ainsi que la construction d'un hôpital vétérinaire et des centres de collecte de lait incitent davantage les éleveurs à se stabiliser. Ils n'ont plus besoin d'aller loin pour trouver des pâturages. Cela a réduit considérablement les conflits à Kano, selon l'Union des agriculteurs. À présent, le fait marquant de la semaine, on se rend au Sénégal où la campagne électorale a débuté le 9 mars dans une configuration inédite. Le président sortant ne se présente pas et l'un des favoris reste en prison. Le nouveau Premier ministre Sidiki Kaba a assuré lundi que la logistique était prête pour la présidentielle du 24 mars, malgré le peu de temps entre l'annonce et la date du scrutin. Pour en parler, retrouvons Famake Dembélé, directeur de la radio Kédougou FM au Sénégal, une station partenaire de VOA Afrique. Bonsoir Famake Dembélé. Oui, bonsoir. Comment se déroule la campagne électorale là-bas au Sénégal? Quels en sont les échos dans les médias? Oui, il faut dire qu'actuellement dans les médias, cette campagne commence avec beaucoup de tensions, surtout entre deux principales coalitions, la coalition de Diomaye président et également la coalition du parti au pouvoir. Il s'agit du camp de Amadou Ba. Donc il y a eu deux scènes de violence qui ont été notées de la part de ces deux coalitions. Hier, c'était au niveau de Pékin. Et le premier jour de la campagne également. Mais il faut dire que les autres candidats sont en train de battre leur campagne tranquillement dans le calme. Il n'y a que ces deux coalitions en ce moment, pour le moment, qui sont fait distinguer, n'est-ce pas, par ce cas de figure, n'est-ce pas, à savoir les violences. Maintenant, par rapport, n'est-ce pas, à cette... Oui.
Alors, vous avez parlé de la coalition Diomaye président qui se fait démarquer, mais il faut dire que le leader de cette coalition, Diomaye Faye Bassirou, est toujours incarcéré, hein, tout comme son camarade de l'ex-PASTEF, Ousmane Sonko, alors qu'une loi d'amnistie a été récemment votée par le Parlement. Est-ce qu'on sait enfin s'ils seront libérés et s'ils pourront prendre part à cette campagne électorale? Bon, il faut dire que pour le moment, ils sont incarcérés, mais selon, n'est-ce pas, les informations reçues dans les différents journaux, il reste d'abord la promulgation de la loi que tout le monde attend, n'est-ce pas? C'est à partir de cet instant seulement qu'on sera fixé sur le sort de ces deux personnalités, à savoir le candidat Diomaye et également son compatriote, son collaborateur Ousmane Sonko. Donc voilà un peu, en tout cas c'est ça qui est dans tous les journaux aujourd'hui. Maintenant, quand est-ce que cela va se passer, on ne sait pas. Certains disent même que bon voilà, ça risque de prendre beaucoup de temps, ou bien en tout cas que c'est une loi qui risque d'être remise en cause. D'autant plus que de l'autre côté, il y a le PDS qui est en train de s'organiser également pour un éventuel, n'est-ce pas, une éventuelle dissolution, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel. Donc en tout cas, c'est dire que les élections, c'est vrai, elles sont programmées pour le 24 mars. Maintenant, attendons de voir d'ici là qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que réellement, parce que beaucoup d'observateurs pensent que ces élections ne seront pas organisées le 24 mars, compte tenu de tout ce qui se passe comme destitution du Conseil constitutionnel, et puis bon, voilà, la loi d'amnistie qui n'est pas encore promulguée. Donc, ce sont des questions que les gens se posent aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, à la tenue de l'élection présidentielle le 24 mars. Oui, alors, Famake Dembélé, cette campagne électorale a la particularité de se dérouler en période de jeûne de Ramadan, le Sénégal étant un pays à majorité musulmane. Est-ce que vous avez l'impression que cette période de Ramadan a eu un impact sur la manière dont se déroule la campagne? Tout à fait, parce qu'il faut dire que la majorité des Sénégalais, c'est des musulmans. Et depuis avant-hier, cette frange de la population suit, n'est-ce pas, le Ramadan. Donc, c'est-à-dire que ça ne sera pas du tout aisé, n'est-ce pas, et pour les candidats et également pour les populations, pour voilà, s'adonner à de grandes activités de mobilisation, à savoir les meetings, les caravanes qu'on avait l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'en tout cas, ça ne sera pas le cas cette fois-ci, et d'autant plus que le moment est court, le délai est déjà très court. Donc, c'est-à-dire qu'en tout cas, pour le moment, les candidats sont en train de s'exercer au porte-à-porte, et puis à la distribution de flyers, ou bien en tout cas à la rencontre de quelques par secteur, notamment, par exemple, certains candidats étaient également avec les pêcheurs hier et les artisans. Donc, ils vont le faire comme ça, mais en tout cas, ça ne va pas connaître l'ambiance qu'il avait l'habitude de connaître il y a de cela quelques années. Oui, rapidement, pour terminer, Famake Dembélé, est-ce que les questions sécuritaires et régionales sont évoquées par les candidats, surtout pour une région frontalière comme la vôtre à Kédougou? Bon, pour le moment, il n'y a pas de candidat, aucun candidat n'est encore arrivé à Kédougou, mais il faut dire que, en tout cas, c'est une question préoccupante ici au niveau de Kédougou, notamment la sécurité également, surtout par rapport, n'est-ce pas, à la porosité des frontières, mais également à l'activité d'orpaillage également qui se déroule dans la zone. En tout cas, c'est une préoccupation majeure pour les populations de la région de Kédougou, mais pour le moment, ils ne sont pas encore arrivés. En tout cas, le candidat de la coalition au pouvoir doit être là, en principe, la semaine prochaine. Donc, on va aussi l'écouter pour savoir exactement ce qu'il propose pour la région de Kédougou. C'était donc Famake Dembélé, il est le directeur de la radio Kédougou FM au Sénégal. C'est une station partenaire de VOA Afrique. Vous écoutez et vous regardez Focus Sahel, une émission de VOA Afrique diffusée sur VOA Afrique, sur nos stations partenaires, sur le site web voaafrique.com et en direct sur notre page Facebook de VOA Afrique.
Et puis on se rend immédiatement au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. Le Burkina, on le sait déjà, vit une crise sécuritaire ayant pour conséquence de nombreux déplacés, notamment des femmes. Une association a décidé de venir en aide à ces femmes qui traversent des situations difficiles car obligées de quitter leur localité d'origine pour se retrouver ailleurs. Aujourd'hui, certaines d'entre elles ont pu s'établir et arrivent à s'épanouir. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Nous sommes à Zignaré, une petite localité à une trentaine de kilomètres de la capitale burkinabé. Des femmes en train de tisser. Elles sont chez elles, à domicile. Ces deux-là sont des PDI, comme on le dit ici, des personnes déplacées internes. Elles ont été obligées de fuir l'insécurité dans leur région d'origine, le nord du pays. Elles s'adaptent et embrassent une nouvelle vie. Donc pour l'association, nous sommes très contents. C'est vrai que on ne peut pas dire qu'on ne doit plus penser à notre pays, mais au moins ça nous occupe beaucoup. Voilà, on n'a plus le temps de trop penser à là où notre pays d'origine. Ça va beaucoup. Vous remerciez très bien. Ce que vous avez fait, que Dieu vous l'aide dans tous les coins. Nous a sorti dans tous les coins qu'on était difficiles. Ça va un peu maintenant. Non loin de là, au marché, nous retrouvons ce salon de coiffure. Cette jeune dame a aussi fui la guerre, mais aujourd'hui, elle sait coiffer. C'est grâce au projet que je suis ici, donc je peux exercer plus mieux quoi. Donc avant je n'étais pas compétente, mais grâce à votre soutien, grâce à la projet, je peux faire quelque chose quoi. Mon souhait, c'est que je veux que la paix revienne au Burkina. Le projet dont elle parle, c'est l'association Liaison Universelle pour le bien-être des enfants et des jeunes. Elle a aidé toutes ces femmes à s'installer et les suit pas à pas. On a pu faire beaucoup de choses pour ces femmes. Voilà, on les a amenées en soins, on a consulté d'autres personnes. Il y a eu 3 types de formations. Formation en tissage, il y a une formation aussi en couture, coupe-couture, et il y a eu une formation aussi en coiffure esthétique. Et grâce à cela, franchement dit, on a eu des femmes qui actuellement qui arrivent à travailler. Elles sont vraiment épanouies. Elles arrivent vraiment à confectionner des choses qu'elles peuvent revendre. Et elles arrivent à avoir un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins. L'association appuie une 50aine de femmes grâce au soutien de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Ses moyens étant limités, l'association lance un appel aux éventuels partenaires pour continuer à prendre en charge de nombreuses femmes dans une situation toujours précaire ici au Burkina Faso. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. C'est déjà la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage dans le Sahel. Merci également à nos différents invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté des nouvelles fraîches de la région. Mohamedou Oumfa à ce micro, Trésor Matondo a permis la diffusion de ce site internet sur la page Facebook de VOA Afrique et Lionel Gaïma qui était à la production. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. Restez scotchés sur les programmes de VOA Afrique. L'information, c'est 24h/24 sur notre site web www.voaafrique.com. À très bientôt.